On a eu beaucoup de discours au printemps, en gros, qu'il fallait en finir avec le monde d'avant. Cette crise interroge en tout cas notre modèle de société. Le mode de pensée qui nous gouverne aujourd'hui ne nous permet pas de faire face à cette crise. On est dans une situation extrême et pour s'en sortir, il faudrait un changement extrême. Des bureaux d'entreprises vides, des commerces et des secteurs entiers à l'arrêt et des millions de travailleurs en chômage partiel. L'épidémie de Covid-19 aura eu un impact historique sur l'économie française. Alors, pour rebondir, le gouvernement mise sur un plan de relance. Le plan de relance de l'économie, attendu depuis plusieurs semaines, il devrait peser 100 milliards d'euros. Une ambition et une ampleur historique. Un effort sans précédent depuis plus de 40 ans. Ça prouve au moins une chose, que quand il y a un choix politique, on trouve de l'argent. C'est-à-dire qu'on nous disait, il n'y a pas encore très longtemps, qu'il n'y avait pas d'argent magique, notamment quand le personnel hospitalier demandait de l'argent pour l'hôpital public l'an dernier. Une des réponses d'Emmanuel Macron était de dire, il n'y a pas d'argent magique, en gros, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens, si j'écoutais, si je faisais, si je regarde, mais oh là là. 35 milliards sont destinés à la compétitivité et l'innovation, dont 20 milliards dans la baisse des impôts de production. 35 autres milliards d'euros iront dans un volet regroupant l'emploi et la formation. 30 milliards d'euros seront investis dans la transition écologique, avec la rénovation énergétique des bâtiments ou encore le soutien à l'achat de véhicules propres. Quand on est employeur ou propriétaire, on est content, puisque du coup on va avoir des cotisations qui baissent et on va pouvoir se faire remplacer sa chaudière. Mais par contre, si on est chômeur, locataire ou retraité, on l'a dans l'os, puisqu'il n'y a rien pour les chômeurs, il n'y a rien sur le pouvoir d'achat, il n'y a rien sur les salaires, il n'y a rien sur les minima sociaux. Le nom de plan de relance, il est un peu dévoyé, puisque la relance, traditionnellement en économie, c'est quand même le soutien au pouvoir d'achat et c'est aussi des programmes d'investissement public. C'est typiquement un plan de relance tourné vers ce qu'on appelle l'offre, c'est-à-dire qu'il est extrêmement tourné vers les entreprises. Soutenir les entreprises avec des baisses d'impôts ou de charges pour renforcer leur compétitivité. C'est cette politique de l'offre qui a été choisie par le gouvernement avec la promesse de combler les retards et les lacunes de la France. Tous ces plans qui donnent de l'argent à ceux qui en ont déjà, en disant que grâce à ça, ils vont donner du boulot aux autres, on sait que ça ne marche pas. Je pense que tout le monde a en mémoire le magnifique pins du fils Gattaz avec son 1 million d'emplois en échange du CICE. Je rappelle qu'au mieux, on estime qu'il y a eu, je crois, quelques 30 000 emplois qui ont peut-être été créés grâce au CICE. On nous a annoncé 1 million. J'espère que le plan de relance, en 2021, l'année prochaine, créera 160 000 emplois. C'est très peu, je suis même étonnée qu'ils osent faire une telle annonce. C'est quand même assez incroyable qu'il n'y ait pas une ambition sociale plus importante que ça. Ça paraît bien peu à côté des plus de 6 millions de chômeurs qui sont recensés. Faire un tour sur le site de la Banque de France. Voici leurs prévisions économiques année par année. Le taux de chômage pourrait connaître un pic supérieur à 11,5% mi-2021. Il y aura des faillites et il y aura des licenciements dans les mois qui viennent. L'industrie va être clairement attaquée en fin d'année 2020, début 2021. Donc là, tout de suite, on n'en voit pas encore l'impact, mais ça va venir de manière formelle. La réforme de l'assurance chômage est une bonne réforme et nous la mènerons à terme. La réforme du chômage risque surtout d'avoir des conséquences concrètes extrêmement dommageables, puisque selon l'UNEDIC, la mesure pénaliserait financièrement plus d'1,2 million de personnes. 470 000 verraient leurs droits retardés ou annulés, et plus de 800 000 toucheraient un chômage plus faible, d'un quart en moyenne, qu'avec les règles actuelles. Ils veulent mais vraiment faire disparaître des personnes de l'assurance chômage. On va se retrouver avec des indemnités en dessous des minima sociaux.
On sait que plus la crise dure et plus ces chômeurs vont avoir du mal à accéder à l'assurance chômage. Non seulement ils sont précaires, mais on veut les enfoncer dans la précarité, par exemple en durcissant les conditions d'accès à l'assurance chômage ou en baissant les allocations. Nous nous fixons un objectif de 200 000 places supplémentaires de formation en 2021. On peut avoir les chômeurs les mieux formés du monde, s'il n'y a pas d'emploi en face, ça ne servira à rien. Deuxièmement, on sait aussi que la formation est souvent un outil auquel recourent les pouvoirs publics pour faire sortir les chômeurs des catégories ABC et les mettre dans ce qu'on appelle la catégorie D, où se trouvent les gens qui sont en formation. Auquel cas, le chômage a l'air de baisser, mais il ne baisse pas. On a mis des gens, je dirais, à l'écart. Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction. Les jours heureux, j'ai juste un mot à dire, il aurait fallu en avoir avant des jours heureux. Macron est le champion du retournement sémantique. Dans la santé, il a rendu hommage au personnel hospitalier, alors que le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, voté en plein Covid, baisse encore le nombre de lits d'hôpital et les moyens de l'hôpital public en particulier. On a l'impression que finalement le côté sanitaire balaye un petit peu tout le reste, toutes les difficultés. C'est-à-dire qu'avant l'apparition de la Covid, il y avait toute une série de mouvements, de manifestations, de contestations. Après l'avoir interdit, le gouvernement autorise finalement le rassemblement contre la loi travail. Une marée humaine jaune. 20e jour de grève, les transports publics tournent toujours au ralenti. Derrière cette bataille des retraites, certains y voient une remise en cause d'un choix de société. Nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction. Dire en tout cas en tant que chef de l'État qu'on va retrouver des jours meilleurs, ça a la capacité quelque part à donner une image peut-être survalorisée de ce qu'était le monde social, politique, avant justement cette crise. À 87 ans, Léon Landini ne cesse de répéter que la résistance ne s'est pas limitée à un fait d'armes, mais qu'elle portait aussi un projet de société révolutionnaire consigné dans le programme du Conseil national de la résistance. Un programme rédigé et signé dans la clandestinité par l'ensemble des partis politiques, des mouvements de résistance et des syndicats. Un programme intitulé magnifiquement « Les jours heureux ». Pendant la guerre, ils imaginent deux choses. Des actions immédiates. À l'époque, ça passait par faire dérailler les trains, par exemple. Et puis parallèlement à ça, ils écrivent des principes d'un programme pérenne. Et à la sortie de la guerre, ce programme de jours heureux est mis en place, intégralement. Pourquoi il est mis en place? Parce qu'il y a une ouverture politique qui est assez inédite. Et depuis, différents gouvernements n'ont cessé de vouloir essayer de détricoter toutes les mesures incroyables qui ont été prises grâce au Conseil national de la résistance, dont Macron osait faire allusion, alors que lui-même, sa politique, tente à détruire le programme des jours heureux. On pourrait dire que Macron se sert de la résistance, mais il ne sert pas la résistance. Dès qu'on invoque la résistance, tout de suite on se grandit, on se donne une stature d'homme d'État. Le programme du Conseil national de la résistance est le socle de notre modèle social. Le peuple français a une référence, c'est le Conseil national de la résistance. Nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction. Qu'est-ce qu'était le programme du Conseil national de la résistance? C'était, on peut se référer à une phrase d'Ambroise Croizat qui disait « On va débarrasser les gens de l'angoisse du lendemain ». Imaginez un petit peu l'état de la France fin 43, quoi, la catastrophe complète. Qui aurait imaginé qu'un an et demi après, on allait faire la sécurité sociale, les comités d'entreprise, la liberté de la presse?
Le mode de pensée qui nous gouverne aujourd'hui ne nous permet pas de faire face à cette crise. Elle nous invite à complètement modifier nos logiciels. On est dans une situation extrême et pour s'en sortir, il faudrait un changement extrême, que ce soit pour la planète ou pour le social. Ça serait le moment de faire une grande transition écologique, de faire un plan qui modifierait en profondeur notre façon de produire et notre façon de consommer. Il ne peut pas y avoir de solution écologique sans soucier de l'emploi, sans soucier des conditions sociales dans lesquelles tout le monde vit. Et il ne peut pas y avoir de progrès social si on laisse la planète se dégrader. Affolés par l'inaction des gouvernements devant la crise climatique, des millions de jeunes envahissent les rues, cernent des bâtiments, bousculent les institutions partout dans le monde. On sait que la crise climatique qui nous attend est terrible et qu'il sera plus temps de réagir une fois qu'on sera face à la catastrophe. Une grande manif qui mêle tous les combats pour sauver la planète et le pouvoir d'achat. Faut pas que ça nous empêche de dire haut et fort nos revendications. Le gouvernement, lui, il est super content qu'on reste chez nous. Il est super content qu'on ne descende plus dans la rue. Le gouvernement poursuit son agenda, veut faire comme s'il allait tourner la page très rapidement. Il n'est pas question que le Covid lui permette d'accélérer ses réformes libérales. Même si c'est un peu la galère en ce moment, faut pas que les gens y se résignent. Faut sortir dans la rue, faut aller manifester. Le rapport de force est important, la bataille, et puis la bataille des idées. De montrer que finalement on s'en sort quand même plutôt mieux quand on se met tous ensemble que quand on met les gens les uns contre les autres, quoi. Cette pandémie, elle a aussi révélé les capacités de solidarité qui existent encore dans notre société, et donc peut-être que c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour les mois et les années qui viennent.